à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois ce sera un podcast que je vais filmer, donc il sera aussi disponible sur YouTube. Vous le trouvez sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Je me suis rendu compte que moi j'aimais regarder les versions filmées des podcasts. Si vous écoutez les podcasts dans la voiture, ce sera pas très utile. Par contre, si comme moi vous aimez bien avoir YouTube en fond et cuisiner ou faire des choses comme ça, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. Donc aujourd'hui on va parler d'épigénétique et de tout ce que j'ai appris grâce à mon test génétique. Donc il y a plein de choses que je savais déjà mais je comprenais pas vraiment pourquoi et du coup ça m'a donné plein d'informations de pouvoir aller voir justement comment ça fonctionnait. Donc dans un mois je finis une des formations que j'ai le plus aimées. Donc vous me connaissez, je suis une forever student. Je pense que je vais faire des formations jusqu'à ce que je ne puisse littéralement plus avoir de cerveau pour en faire. Donc dès que j'en finis une, j'en fais une autre. Donc là, c'était un post-doctorat en nutrition épigénétique que j'ai fait avec une université qui est au Brésil. Et le professeur, c'est un professeur que je trouve exceptionnel. Et il s'appelle Luciano Bruno. Et il a entre autres été prof au Cornell University, qui est une université de nutrition très très connue en Amérique. Et je trouve qu'il est incroyable. Du coup, j'étais très contente de faire ce post-graduation. Du coup, il y a plein de trucs que je sais en portugais brésilien que j'ai eu du mal à retraduire en français. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis portugaise, donc je parle portugais / brésilien depuis toujours. Et je vais du coup vous raconter comment j'ai pu comprendre certaines choses que j'avais faites. Donc, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont tes choix alimentaires, ton mode de vie et tes gènes vont impacter ta vie, ta santé, tes goûts et même ton apparence. Donc il y a une part d'esthétique dedans qui est plus ou moins dictée par les gènes. Donc peu de gens, c'est très drôle parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis végane alors que pas du tout. Et je pense que c'est confondu par le fait que je mange peu de produits laitiers. Ça veut pas dire que j'en mange pas. En ayant habité en Suisse pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est un peu compliqué de ne pas manger de fromage parce que tout est délicieux et que littéralement tous les plats sont autour du fromage et accessoirement c'est quelque chose que j'adore, mais pendant des années et des années j'en ai pas mangé du tout, donc zéro consommation pour plusieurs raisons, mais entre autres pour combattre l'inflammation. C'était zéro alcool, zéro sucre, zéro fromage, zéro gluten. Donc ce que j'ai gardé, c'est le gluten et les produits laitiers, ça reste rare. Je dirais que oui, je mange du fromage, toujours à pâte crue, ça c'est vraiment important, et des glaces en été parce que la vie elle est trop courte pour pas manger de glace. Puis bien sûr, comme une personne normale, je mange des raclettes et des fondues, et c'est parce que j'ai autant travaillé sur le côté anti-inflammatoire que maintenant je peux me permettre de faire ça. Il y a quelques années, si j'avais mangé une fondue, je pense que j'aurais explosé. Mais j'essaye toujours de faire des versions avec le moins de gluten possible. Donc typiquement à la fondue, je vais la faire avec des patates et pas avec du pain. C'est déjà assez bien violent patate fromage. Si en plus je fais patate pain, il me faut 3 jours pour la digérer quoi. Et je prends aussi toujours des enzymes. Donc ça c'est le premier tip que vous pouvez me piquer, c'est s'il y a quelque chose de lourd, prenez des enzymes. Donc j'en prends dès qu'il y a fondue, raclette, ça c'est sûr, les mariages, les baptêmes ou Noël, tous ces trucs on sait qu'on va vraiment beaucoup trop manger. Tout ce qui est cru. Donc les tartares, et des fois très sincèrement même tout ce qui est poisson cru, les sushis, etc., les ceviches, c'est pas le truc le plus facilement digeste, donc vous pouvez aussi utiliser des enzymes pour ça. J'ai quand même essayé le véganisme. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas du tout être quelque chose pour moi, et plus j'étudie, plus je me rends compte que effectivement c'est pas possible. Une des raisons principales, c'est le manque de vitamine B12, donc qui peut être justement pris par voie orale, vous pouvez prendre n'importe quel B12 méthylé, mais quand je vois l'impact, la B12 c'est justement une des vitamines qui permet de méthyler l'ADN, comme on dit, donc ça veut dire que l'ADN il va s'exprimer ou pas d'une certaine manière, et ça peut s'exprimer soit en maladie, soit en santé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on recherche, que ça s'exprime en santé et pas en maladie. Et je me dis déjà, dans cette nutrition de base, on peut pas avoir la B12 parce qu'elle n'est pas disponible. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas... c'est pas le plus adapté. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'ai mangé aucun légume jusqu'à mes 23 ans. Donc que les gens pensent que je suis végane, ça me fait vraiment rire. Et une des raisons que j'ai appris il y a pas longtemps justement, c'est parce que
j'ai un gène qui fait que l'amertume ressort beaucoup plus. Vous savez, il y a ces gens qui ont le gène de la coriandre, ou la coriandre a le goût de savon. Bah, moi c'est pareil, mais avec l'amertume. Et je me suis dit, mais en fait c'est ça, c'est pour ça que gamine j'avais tellement du mal à manger des légumes, c'est parce que l'amertume elle était beaucoup plus violente chez moi que chez quelqu'un qui n'a pas ce gène-là. Donc j'ai trouvé hyper intéressant. Avec les années, j'ai justement appris à aimer l'amertume, on va dire ça comme ça, ou en tout cas à la tolérer, ce qui fait que j'ai commencé à aimer différentes choses, mais c'est intéressant de voir que ça explique pourquoi est-ce que j'étais si difficile enfant. C'est vraiment une part génétique qui fait que pour moi tout a le goût de chou de Bruxelles. Alors j'extrapole, c'est pas réellement la réalité, hein, mais il y a ce côté où je ressens beaucoup plus, donc vous allez ressentir peut-être des goûts différents, un petit peu plus sucré, un peu plus salé, un peu plus acide, et moi ce sera toujours un peu plus amer. Donc c'est rarement agréable, surtout quand on est enfant. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai aussi appris plein de choses par rapport au gluten et au lactose. Donc j'avais bien remarqué que quand je mangeais des produits laitiers... Alors, une chose importante à savoir, c'est que le lactose, c'est un peu Enfin, les produits sans lactose, c'est une fausse bonne idée. Souvent, ce qui inflamme, c'est la caséine, donc la protéine du lait. Donc que vous preniez avec ou sans lactose, c'est pareil. Si vous prenez un lait sans lactose, par exemple, vous prenez du coup votre lait, vous rajoutez de la lactase, qui est l'enzyme qui permet de dégrader le lactose, mais en fait, votre lait, c'est le même. Ça change rien. C'est juste que, oui, il est un peu plus digeste, mais si c'est le côté anti-inflammatoire que vous cherchez, les produits sans lactose, c'est pas ce qu'il faut. Il faut soit des produits justement vegan, d'où le fait que les gens confondaient parce que j'utilisais plein de crèmes alternatives ou de lait alternatif, et du coup, c'est des versions véganes des laits. Oui, mais on peut pas les appeler les laits, je m'en fous, je continuerai à appeler ça du lait. C'est du lait de cajou, du lait de soja, du lait d'avoine, etc. Et j'ai appris du coup que génétiquement, j'étais à ça d'être cœliaque. Donc j'ai trouvé hyper intéressant, j'ai le gène qui fait que 80% des personnes qui ont ce gène-là deviennent cœliaques. Donc moi, j'ai pas exprimé ce gène, j'ai fait les tests pour la maladie cœliaque, je ne suis pas cœliaque. Mais je remarquais bien que dès que je mangeais du gluten, ça passait pas. Ce qui fait que les personnes qui sont moi, on va pas forcément être cœliaque. Par contre, le gluten, c'est pas le plus digeste, c'est pas le plus facile et ça reste méga inflammatoire. Donc je pense que très sincèrement, c'est une protéine qui est inflammatoire chez tout le monde, mais il y a génétiquement chez certaines personnes ça va être encore pire, ce qui est du coup mon cas. Donc je me dis c'est pas mal quand même ce régime que j'ai fait pendant des années sans gluten, c'est pas facile, c'est pas le plus agréable et je me rends compte maintenant que tout ce que j'ai mis en place, ça fonctionne. Donc je mange pratiquement pas de gluten. Si je mange du gluten, c'est uniquement des pains fermentés au levain. Ça c'est important parce que le levain il va prédigérer une partie du gluten. Ou certains pizzaiolos ils font, par exemple ils font des pâtes qui ont fermenté pendant 72 heures. Donc c'est énorme, c'est 3 jours de fermentation. La pizza je peux la manger et il se passe rien, j'ai pas de mal au ventre, j'ai pas de ballonnement. Voilà, on sait que c'est des pâtes qui sont tellement fermentées que de toute façon ça fonctionne bien. Si je prends une pizza du supermarché par exemple, je vais pas bien la digérer. Donc ça c'est intéressant de voir que la manière dont on cuisine, la manière dont on fermente, la manière dont on va travailler certains produits, elle va complètement changer la manière dont on peut la digérer. Et pour le lactose, j'ai aussi une modification génétique qu'on appelle du coup en hétérozygote. Ça veut dire que j'ai une partie qui est ok, qui est normale, et une partie où justement c'est de l'intolérance. Et ce qui fait que c'est pas le pire, ça pourrait être deux versions qui en homozygote par exemple, ça voudrait dire que vraiment là je le supporte pas du tout. Là c'est je le mi-supporte, mi-pas, ça dépend. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans mon cas, c'est pas une bonne idée de m'envoyer trop de produits laitiers quoi. Donc je réserve pour les fromages, pour les glaces en été, et encore j'ai acheté le Ninja Creamy, vous pouvez faire vos propres glaces, donc je vais essayer d'en faire avec des laits de cajou, des laits de soja. Je suis pas du tout fan d'avoine, je trouve que il n'y a aucun intérêt, c'est du sucre pur, vous prenez du sucre, c'est inintéressant. Je prends des laits végétaux qui ont de la prot, donc soit soja, soit il y a le lait de pois. Le cajou, il n'y a pas forcément de prot dedans, par contre c'est quelque chose qui est quand même assez crémeux, qui est assez gras, donc ça reste intéressant pour le côté gras du coup. L'amande ça peut être intéressant, moi j'en prends pas parce que accessoirement je trouve que le goût est vraiment dégueulasse, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément d'oxalates et les oxalates c'est hyper inflammatoire, et vu ce que j'ai dans ma vie, j'essaie vraiment de diminuer au max l'inflammation, je sais que c'est le problème chez moi. Un autre truc qui était hyper intéressant, c'est
Que du coup en diminuant le gluten et le lactose, même en enlevant complètement pendant des années, j'ai vu un changement drastique sur mon immunité. Ça veut dire que j'ai commencé à ne plus être malade, à plus choper tous les rhumes, toutes les gastro, tous les trucs, toutes les grippes qui passaient. Je dirais que je tombe malade peut-être maintenant en hiver sur 3, en hiver sur 4, si vraiment je brasse pas mal de gens malades au cabinet. Donc c'est possible, voilà, que malheureusement mon immunité, ça reste pas mon point fort. Mais par rapport à avant, j'étais malade environ tous les 3-4 mois. Je chopais toutes les épidémies, tous les trucs, tous les machins. Et ça a juste énormément changé parce que j'ai compris plein de choses. J'ai travaillé sur l'inflammation, j'ai travaillé sur les causes. Et ensuite, ça allait beaucoup mieux. Dans ma génétique aussi, j'aurais tendance à aimer le sucre et à devoir diminuer le salé. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément étonnée. Parce que je suis pas du tout un bec à sucre. Au contraire, j'adore le sel. C'est vraiment quelque chose... si je pouvais, je prendrais que des entrées et pas de dessert, par exemple, au restaurant. J'aimerais plutôt prendre 2 entrées que d'avoir... Ouais, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement, mais j'aurais tendance justement à tirer plus sur le sucré que une personne normale. Mais du coup, ça s'explique par rapport aux légumes, justement. J'avais non seulement les gènes qui font que tout est méga amer, et qu'en plus, le sucré me plaît plus. C'était assez compliqué enfant de me faire manger des légumes parce que tout était dégueulasse. C'était vraiment, génétiquement, c'était pas bon. Comme les gens voilà, qui ont cette modification, moi j'ai pas un pour la coriandre, je trouve que c'est un des trucs les plus fous de la terre. Mais je me dis, oui, alors si ça a un fort goût de savon, effectivement, t'as pas le vrai goût de la coriandre, c'est logique que ça donne pas envie. Donc moi j'ai ça, avec le sucre. Mais voilà, je trouvais hyper intéressant d'avoir ça aussi. Mais je me disais, attends, comment c'est possible? Si je fais des dosages, si je vais en vacances pendant 2 mois et que je reviens, mes taux de vitamine D, voilà, ils sont pas bons, quoi. C'est une partie génétique, ça veut dire que moi, génétiquement, j'aurais beaucoup plus de mal à retranscrire la vitamine D. Donc je dois prendre des mégadoses. Et c'est là que je rigole beaucoup, parce qu'on sait que les recommandations sont de 600 unités par jour et c'est pas du tout assez, mais vraiment pas du tout. En cas d'épidémie, on peut facilement monter à 10-15 000 unités et on dirait, dans les normes santé, on dirait maintenant qu'on est autour de 5000 unités par jour. Donc on est loin, on est presque, beaucoup plus que les 600 que eux préconisent. Mais eux, c'est qui? Au final, c'est des gens qui travaillent pas dans la nutrition, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, vous faites moi, je vous dis ce que moi je fais et ce que je fais avec mon médecin. Vous vous débrouillez avec vos médecins et je vous invite vraiment à en trouver des bons. Si celui que vous avez actuellement ne vous plaît pas, changez. C'est quelque chose que je dis toujours. Genre, ah, mais mon médecin, il veut pas checker ma thyroïde. Change. Il y en a 1 million de médecins et tous sont pas bons, mais il y en a aussi beaucoup de très bons. Et il faut aller chercher les professionnels de santé qui sont adaptés à nos demandes et avec qui on est en adéquation. Ça, c'est vraiment important. Restez pas... Des fois, je vois des gens rester avec des patients, moi, qui restent avec des médecins où je me dis, mais vous entendez pas, il n'y a rien qui va. Vous voulez pas prendre ces traitements-là parce qu'ils vous font tel et tel effet indésirable, on vous en écoute pas. Allez voir une deuxième personne, prenez un deuxième avis. C'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Donc ça, ayez les bons médecins. Et moi, j'ai trouvé quelqu'un qui me convenait et justement, il me donne... Attention, tenez-vous bien, 300 000 unités à prendre tous les 3 mois, plus 5 000 unités par jour. Donc vous vous rendez compte à quel point je suis des millions de fois au-dessus des normes de base. Et encore, je suis pas dans les normes santé. Ça veut dire que ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. Et j'arrive à peine à remonter dans les normes santé, donc au-dessus de 100. Je crois qu'au dernier... Ouais, j'ai fait en hiver la dernière fois la prise de sang. J'étais à peine à 100, donc entre 100 et 150 c'est l'idéal. Donc vous voyez que selon comment... Génétiquement, en effet, il y a des choses où, si toi t'as pas de problème génétique, je pense que tu prends des doses comme ça, t'es à 300 unités en prise de sang, ce qui est pas mon cas. Donc, d'où l'importance de savoir qu'est-ce que tu prends et pourquoi et comment. Et d'aller checker dans le sang, c'est pas juste on prend des trucs et Inch'Allah, ça se passe bien, c'est pas comme ça que ça se passe la santé. C'est qu'il faut aussi aller checker et aller vérifier que ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de professionnels, il faut avoir les bons professionnels, il faut avoir les prises de sang adaptées parce qu'il y a des fois où c'est pas juste, là par exemple il y a une mode, c'est de prendre du zinc pour la beauté des cheveux, etc. Aucun problème. Par contre, il y a toujours des interactions entre tout. Ça veut dire que on vous fait une méga injection de fer et après les cheveux ils tombent. Ça c'est un peu bizarre. Non, c'est parce que ça va chercher tous les stocks de zinc par exemple. Ok? Donc vous prenez des méga cures de zinc. Mais vous pensez que ça influence sur rien? Non, ça influence sur le cuivre. Ça veut dire que
il faut faire attention quand on prend des méga dosages de certaines choses parce qu'il y a toujours un dosage qui va... Enfin, il y a toujours une molécule qui rentre ou pas en conflit avec d'autres. Donc il faut faire attention et à nouveau il faut être bien suivi parce que c'est des choses où voilà, votre médecin généraliste il va pas le savoir et c'est ok, c'est pas son travail. Lui son travail c'est pas d'être nutritionniste, donc je pense qu'il faut aller vers des gens spécialisés si vous voulez faire ce genre de test, parce que souvent la question, il me dit ah mais mon médecin il veut pas me faire ça, mais c'est pas son rôle en fait. Il faut aller voir s'il a pas envie de vous faire, pour prendre l'exemple de la thyroïde, bah allez voir un endocrino, peut-être que lui il comprendra un peu mieux, ou certains gynécos maintenant ils sont vraiment au courant de ce qui se passe au niveau de la thyroïde. C'est pas le cas pour tous, mais à nouveau, cherchez. Et c'est là que du coup je trouve intéressant, parce que là je vous ai donné juste quelques petits exemples de certaines choses, mais il y a dans mon test génétique j'en avais d'autres de carences en fait, par exemple la vitamine A, style rétinol. Et c'est là que c'est intéressant parce que le rétinol c'est le truc beauté en ce moment, mais déjà si on n'en a pas en intérieur, voilà, ça ne servira pas à grand chose. Par exemple, le rétinol, c'est on en trouve dans l'alimentation, ou sinon il faut le transformer à partir du bêta-carotène des carottes par exemple. Dans mon cas, je pourrais manger 1 million de tonnes de carottes que je transformerai jamais rien en vitamine A parce que j'ai pas les enzymes qui permettent. Donc c'est hyper intéressant, c'est des vitamines qui peuvent être toxiques à haute dose, donc commencez pas à vous prendre du rétinol slash vitamine A, c'est la même chose. En voie orale, il y a des trucs, à nouveau, vous ne pouvez pas juste prendre comme ça, mais je prends aussi des doses indécentes, je suis à 100 000 unités par semaine et mes taux de vitamine A sont mauvais. Donc c'est intéressant de voir ça et de voir aussi que c'est 2 vitamines qui sont liposolubles. Donc on a la ADEK qui sont des vitamines liposolubles, donc ça veut dire qu'elles se dissolvent dans les graisses. Donc on voit que y a pas mal de vitamines qui sont dissoutes dans les graisses qui sont pas, dans mon cas par exemple, que je ne vais pas pouvoir absorber correctement. Donc c'est hyper intéressant de savoir ça aussi, parce que du coup si la A et la D elles merdent, il y a beaucoup de chances que la K et la E elles soient pas très bonnes. Et c'est vraiment des vitamines qu'on dose jamais. S'il y a personne, enfin c'est rarissime qu'on vous dose ces deux-là, parce que voilà, on part un peu du principe que de toute façon c'est ok, mais je l'ai pas fait d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller voir si la K et la E sont bonnes ou pas. Et maintenant, surtout chez les Américains, on commence à avoir de plus en plus des mix ADEK, parce que voilà, il y a vraiment pas mal de gens qui ont ces défauts de méthylation là, et qui font que voilà, tu peux faire ce que tu veux, ta vitamine D, même en vivant en Équateur, elle serait pas exceptionnelle quoi. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc là, on peut voir aussi, ça peut impacter la peau, ça peut impacter les rides, ça peut impacter... On peut aller chercher le collagène. Enfin bref, il y a vraiment un tas de choses qu'on peut aller fouiller. Donc n'hésitez pas à me dire sur quoi vous voulez que je fasse la prochaine fois. Soit dans les commentaires, soit vous pouvez m'écrire un petit message sur Instagram en dessous du post. Voilà, je pense qu'il y a plein de manières de faire. Et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain podcast.